Quand j'étais petite, il y avait déjà une personne qui avait soupçonné de l'autisme chez moi et c'était une enseignante. Et je suis allée du coup chez un pédopsychiatre et le pédopsychiatre a dit bah non, en fait tout est complètement normal et c'est donc 23 ans après que finalement ça s'avère être vrai. Je m'appelle Laure, j'ai 22 ans, j'ai 2 handicaps invisibles, donc un physique et un psychique depuis que je suis petite, donc j'ai pas mal fait des allers-retours à l'hôpital et l'errance médicale je connais un peu. Bonjour, donc moi c'est Miora, j'ai 25 ans et moi actuellement je suis sophrologue, donc je me suis lancée dans cette voie parce que je me suis toujours sentie un peu différente pour aussi mieux comprendre en fait les problèmes de santé mentaux qu'il pourrait y avoir. Je suis aussi concernée par les handicaps invisibles puisque j'ai été diagnostiquée avec un trouble du spectre autistique récemment. Pour moi, l'errance médicale, c'est une absence de diagnostic et une absence de suivi également. On parle pas beaucoup de l'errance médicale au niveau psy, on parle beaucoup plus sur les handicaps visibles et donc je trouvais important de pouvoir en parler aussi, que ça existe au niveau psy et sur des choses aussi banales que la dépression et les troubles anxieux. L'errance médicale, c'est le fait justement de se retrouver sans diagnostic ou juste de pas savoir ce qui se passe et comment on peut percevoir une personne. Pourquoi j'ai accepté de témoigner aujourd'hui, c'est que en fait, comme je suis à la fois concernée du côté patient et à la fois concernée du côté soignant, je me suis dit que c'était intéressant de pouvoir en parler et de rendre visible et démocratiser la parole sur l'errance médicale. On m'a vraiment dit parler d'anxiété et parler de potentielle dépression quand j'avais 17-18 ans. Pendant une dizaine d'années, on a essayé de me donner tout un tas de prétextes. Enfin, il y a même j'ai vu plusieurs psys dans ma vie, on m'avait dit que c'était la faute de mes parents. J'étais pas du tout traitée pour les choses dont je souffrais en fait. J'avais beau en parler, j'avais beau dire ce qui se passait. Il y avait toujours, on trouvait toujours un autre prétexte, une autre excuse pour dire bah non mais c'est de la faute de ça, il faudrait peut-être regarder par là. Alors qu'en fait, je pense qu'on aurait pu trouver un moyen de pouvoir soigner plusieurs choses. Je suis pas forcément habilitée à mettre de diagnostic. Parfois, je vois des personnes qui viennent et qui me racontent un peu leur histoire. Comme j'essaie de me former à tout ce qui est à côté, je vois les choses et donc de temps en temps j'en parle avec eux. Mais c'est pas forcément évident de leur dire de fond en comble, en fait, allez creuser plutôt cette piste-là. En général, j'essaye de renvoyer vers des professionnels plus adaptés. C'est surtout par rapport à la réaction qu'on peut avoir en face, parce que la personne peut ne pas être prête à recevoir une piste de potentiel diagnostic ou pas. On pose la question, est-ce qu'on le dit ou on le dit pas? Mais ça peut être plus facile de le dire et après on s'expose du coup à des réactions, soit les personnes se braquent, soit elles sont dans le déni, ou alors ça va juste faire son chemin dans la tête de la personne, quoi. On se coordonne entre tous les professionnels de la santé peut-être, que ce soit mental ou physique. Peut-être un manque de formation de la part des soignants à mon avis, ou une manque de mise à jour. Après peut-être des difficultés justement à parler ouvertement forcément aux patients, ou alors le fait que ce soit peu connu. Pour le coup, là, je vais prendre plutôt ma casquette en tant que patiente. Quand j'étais petite, il y avait déjà une personne qui avait soupçonné de l'autisme chez moi et c'était une enseignante. Et je suis allée du coup chez un pédopsychiatre et le pédopsychiatre a dit bah non, en fait, tout est complètement normal et c'est donc 23 ans après que finalement ça s'avère être vrai. Est-ce que le pédopsychiatre à l'époque ne le connaissait pas? Après, comme c'était il y a 20 ans, peut-être que n'était pas encore assez démocratisé, la parole n'était pas encore libérée. C'est difficile de dire à quelqu'un tu souffres de ça parce que tu sais pas comment la personne en face elle va réagir. Donc on peut pas se permettre, mais peut-être toujours est conseillé au moins, j'ai envie de dire, d'aller voir un médecin généraliste qui va au moins pouvoir, après peut-être que lui il va avoir des numéros avec des spécialistes qui vont pouvoir réagir plus rapidement en tout cas. Je pense qu'il faut surtout pas laisser cette personne seule en fait avec ça. Je pense qu'il faut l'accompagner, c'est
c'est le plus important en tout cas. Accompagner et peut-être aussi lui donner le contact, comme tu disais, puis lui dire que si vraiment elle a besoin d'aide, elle peut compter sur nous. S'il faut, si elle n'est pas prête à appeler, si elle n'est pas prête, si elle ne veut pas aller au rendez-vous toute seule, si on est là et il n'y a aucun, enfin moi en tout cas pour ma part, il n'y a aucun souci. Et préciser que tout se fait à son rythme aussi. Parce que les personnes peuvent ne pas être prêtes. Quand on m'a diagnostiqué, enfin on m'a dit de but en blanc l'anorexie mentale, on m'a un peu laissé, j'ai eu ça, ça faisait une demi-heure que je connaissais la psychiatre, on m'a vraiment laissé avec cette information-là et surtout, j'étais jeune, j'avais 14 ans, donc c'était surtout ma mère. Ma mère se demandait ce que c'était, elle ne savait pas comment il fallait réagir. Souvent, une personne qui souffre de troubles du comportement alimentaire, il ne faut surtout pas lui dire, faut la forcer à manger, ces choses-là, etc. Et moi, je me souviens, mes parents, au début, ils me forçaient à manger, parce que forcément, vous voyez votre enfant dépérir à petit feu, donc forcément, vous voulez qu'il mange. Et en fait, il ne faut surtout pas ça, parce que c'est contre-productif. Et juste, à la limite, juste, elle aurait dit ça à ma mère, peut-être que ma mère, elle aurait essayé de comprendre un peu mieux et au moins elle aurait peut-être essayé d'arrêter de faire ça. Je pense qu'il y a un suivi et des explications à donner après. Il faut savoir aussi qu'en tant que soignant, il faut savoir connaître aussi ses limites et se dire que en fait c'est pas ma spécialité mais je redirige si jamais j'ai besoin et que je vois que j'ai une personne qui souffre en face de moi, quitte à poser un diagnostic. Si on le sait et qu'on sait que c'est pas dans notre spécialité, autant le rediriger. J'ai vu mes parents se documenter et s'informer par eux-mêmes et je pense qu'à ce moment-là, c'était pas leur rôle. En fait, leur rôle, c'était de m'aider et pas forcément de retourner tout pour essayer de comprendre ce que j'avais. Je connais des gens aujourd'hui, ils sont en errance médicale alors qu'ils ont un diagnostic. Ça n'arrête même pas au handicap invisible, ça arrête même au handicap visible. Il y a un manque de suivi en fait. Il y a un manque de gens qui sont formés pour et il y a un manque de personnel en fait, tout simplement.